Je pense très fortement qu'on ne peut faire aucune réflexion sur la vie si on ne l'accompagne pas d'une réflexion sur la mort. On a tendance à écarter la mort, à avoir peur de la mort, à la rejeter par tous les moyens, et toute la civilisation veut s'investir dans la vie, dans le bonheur, dans le résultat, dans l'enrichissement, dans l'acquis de choses visibles, alors que les vraies valeurs restent totalement invisibles. Claude Régis, un dernier silence. On a appris hier la mort de cette figure du théâtre français à l'âge de 96 ans. Le metteur en scène qui était celui de tous les nouveaux. Il a ouvert un nouveau répertoire dramatique, développé une nouvelle esthétique. L'amante anglaise de Marguerite Duras, La chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke, le prix Nobel de littérature, qui en 1974 était alors un quasi inconnu. Ou encore La mort de Tintagil de Maurice Maeterlinck et Variations sur la mort de Yohann Fosse. Il a fait jouer Bulogier, Gérard Depardieu, Samy Frey, Isabelle Huppert, Michael Lansdal et tant d'autres, toute une génération aussi depuis les années 80. Claude Régis avait un rapport particulier au temps, à l'espace et à la vitesse, ou plutôt à son contraire, la lenteur. C'est à l'homme et à la singularité de son œuvre qu'il rend hommage aujourd'hui. Avec nous, l'écrivaine Leslie Kaplan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Claude Régis, qui a mis en scène votre texte intitulé Le criminel, c'était au Théâtre de la Bastille en 1988, vous êtes resté proche depuis et vous allez pouvoir nous parler à la fois de l'homme, de cette rencontre, de ce qu'elle a pu représenter pour vous qui était alors jeune auteur. À vos côtés, le dramaturge et romancier Arnaud Rickner, professeur d'études théâtrales à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, ancien assistant et dramaturge de Claude Régis. Bonjour Arnaud Rickner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Claude Régis était un homme pour lequel, et c'est peu dire avec vous, on faisait demi-tour. Merci d'être avec nous aujourd'hui alors que vous étiez sur la route, en train de vous éloigner de Paris, d'être revenu pour nous parler de cet homme qui a, on l'imagine, beaucoup compté pour vous et sur vous aussi. Quel mot pour le définir, lui, avant de parler de son théâtre, Arnaud Rickner? Peut-être qu'il n'y a pas de mots, justement. Lui qui était si prudent avec les mots et qui essayait surtout de remettre du silence dans les mots. Mais ça, Leslie Kaplan le sait bien, qui a eu cette chance de voir son travail porté par Claude Régis, mais c'était vraiment tout son travail, et il le disait, et donc en fait aussi tout ce qu'on peut dire de lui, il l'a dit, c'est souvent le cas de grands créateurs, il l'a déjà dit, mais c'est ça qui est si important pour lui, remettre du silence dans les mots, parce que les mots sont souvent tellement bruyants, et cette capacité qu'il avait à épurer les choses, à les faire rentrer de nouveau dans le silence dont la parole devrait ne pas oublier qu'elle est sortie, c'est ça qui était si extraordinaire et qu'il a apporté à tous ceux qui l'ont approché, tous ceux qui ont travaillé avec lui, tous ceux qui l'ont aimé. Deux bonnes fées, Leslie Kaplan et Arnaud, qui étiez à vos côtés pour vous faire rencontrer aussi Claude Régis. Leslie Kaplan, vous rencontrez Régis par l'intermédiaire de Marguerite Duras, vous, Arnaud Rickner, par celui de Nathalie Sarraute. Leslie Kaplan. Oui, c'est-à-dire, moi je pense que vraiment ce qui est très très frappant en effet dans l'intérêt, la passion de Claude Régis pour les mots, c'est qu'il voulait vraiment saisir aussi la dimension de l'inconscient dans la parole, dans le langage, et qu'il a vraiment essayé de mettre ça en scène en s'intéressant d'ailleurs beaucoup à la folie. Et ça, c'est quand même vraiment ce qui était très, disons, porteur et passionnant chez lui. Vous vous souvenez de cette première rencontre avec Claude Régis, Leslie Alors, Kaplan? la première rencontre, en fait, c'est Marguerite Duras qui lui a indiqué de venir me voir. Bon, à l'époque, j'avais écrit 3 textes, L'excès et l'usine, Le livre des ciels et Le criminel. Bon, il a un peu hésité, il a choisi de mettre en scène Le criminel. Moi, j'étais très frappée par sa générosité et son intérêt tout de même pour, disons, la jeunesse, l'inconnu, le nouveau, quelque chose qu'il avait, après tout, connaissait pas. Et ça, c'était tout à fait formidable. Mais pas forcément risqué. Il aimait aller chercher des textes et des auteurs qui étaient pas si connus. Ah oui, oui. Vous avez retravaillé votre texte ensemble ? Non, parce que vraiment l'adaptation qu'il a faite du criminel c'était l'intégrale du texte qui était dit tel que
alors que sur la scène, les comédiens étaient en silence, et dans la salle, une comédienne disait le texte. C'était tout à fait particulier, et c'était d'ailleurs assez, schizophrénique, comme était le texte lui-même sur la folie. On va écouter la voix de Claude Régis à propos de l'acteur, la place qu'avait l'acteur aussi dans le texte, mais aussi sur la scène. Claude Régis. Évidemment que si on veut que le texte soit central, l'acteur est le pivot qui supporte le texte et à partir duquel le texte rayonne et peut s'amplifier et déboucher à l'infini dans des représentations imaginaires. Donc c'est ce travail-là que j'essaye de faire, et donc j'essaye d'en rendre compte, c'est-à-dire j'essaye aussi de marquer ma différence avec ce qu'on appelle d'habitude la mise en scène, et peut-être assez présomptueusement on peut dire ce qu'on appelle d'habitude le théâtre. Je pense que c'est dans une position tout à fait personnelle, tout à fait particulière, qui est vraiment marginal. Je me sens à la fois très vivant de cette profession et je me sens quand même plutôt à l'écart de cette profession. Arnaud Rickner, il était où sur cette scène théâtrale française et européenne? Il se sentait, disait-il déjà, à l'écart de cette profession. Il vivait sa singularité, qui n'était pas pour autant de la marginalité, parce que Claude Régis, c'était un très grand nom. Tout le monde est allé voir Claude Régis, a essayé de vivre cette expérience aussi. Il était extrêmement reconnu. Alors, il ne cherchait pas à se singulariser. Il était extrêmement reconnu, mais simplement à partir d'une certaine époque, si je puis dire. Il a un parcours, moi, qui m'a souvent fait penser à l'autre des femmes de sa vie, qui est Nathalie Sarraute, c'est-à-dire une reconnaissance d'un public vraiment large, plus large, plutôt vers la fin de sa vie, et notamment, effectivement, à partir de cette période où il monte le criminel. Et du coup, ça lui a permis aussi, d'une certaine façon, de se protéger de toute cette manière dont le monde théâtral, qu'il n'aimait pas beaucoup, risquait de lui faire perdre son objectif. Et donc il a une position à la fois effectivement marginale et complètement centrale, parce qu'il n'a cessé de rayonner sur l'univers du théâtre. Et on a beaucoup lu dans la presse, les journaux, les articles qui sont parus aujourd'hui, cette manière dont il a était extrêmement important pour de jeunes comédiens, pour d'autres metteurs en scène, pour de jeunes metteurs en scène. C'était effectivement le plus jeune des metteurs en scène du théâtre contemporain. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Et c'est incroyable cette capacité qu'il avait encore à 94 ans, 95 ans, pour son dernier spectacle, d'irradier ainsi la scène. Même si on a un peu peur de savoir ce qui va rester. Est-ce que les autres vont avoir cette audace qu'il a eue? Vous dites reconnaissance tardive parce qu'il a commencé ses premières créations, une toute première mise en scène en 52 avec de Garcia Lorca, avec Donna Rosita, mais c'est vraiment les années 60 avec Pinter, avec toute sa rencontre aussi avec Duras, l'amante anglaise notamment. Et vous dites que la reconnaissance arrive vraiment dans les 20 dernières années. Il me semble, pour ce que j'ai pu, moi, en percevoir, si vous voulez, parce qu'évidemment, les Pinter ont commencé à le faire connaître, et puis les Duras, mais il a été le premier à mettre en scène les textes Duras, il faut aussi s'en souvenir, mais il a fallu du temps avant qu'on accepte de se dire, c'est à cet endroit-là du théâtre que quelque chose d'essentiel se situe. Vous le rencontrez à la fin des années 80, on le disait, par l'intermédiaire de Nathalie Sarraute, Arnaud Rickner. Vous allez travailler avec lui à la retraduction de Chute au début des années 90, puis sur Jeanne d'Arc au bûcher avec Isabelle Huppert, toujours au début des années 90. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'entrer dans son univers ? Alors, ce qui est paradoxal, mais on sait bien que Claude Régis ne voulait pas qu'on assiste à son travail, parce qu'il disait, mais c'est comme rentrer, il le dit textuellement, c'est comme rentrer dans le ventre d'une femme qui serait en train de fabriquer son enfant. Donc finalement, je n'ai pas eu le choix, c'est que je voulais vraiment pouvoir essayer d'approcher de cette source-là, et je n'ai eu qu'à travailler avec lui, mais j'ai eu ce bonheur qu'il m'a proposé de regarder ce texte de Moton, sur lequel il y avait encore du travail à faire, et donc on a commencé à ce moment-là. Par contre, une fois que l'accouchement avait eu lieu, alors là, il était heureux d'accueillir des spectateurs, mais pas dans n'importe quelles conditions. On est avec nous en ligne le chorégraphe Jérôme Bel. Bonjour.
Bonjour. On pourrait dire sans lien de filiation directe avec Claude Régis, mais admirateur déclaré, assumé, révélé depuis longtemps. Vous avez, Jérôme Bel, assisté à des spectacles de Claude Régis. C'était une expérience très particulière, proche de l'hypnose, disent certains. Vous l'avez vécu comme tel ? Oui, je l'ai vécu depuis les années 90. Moi, j'assiste à tous les spectacles, plusieurs fois. Et j'éprouve une expérience. C'est le meilleur mot, puisque j'ai du mal à la définir, mais il m'arrive parfois de ne plus suivre le spectacle, d'être dans un tel état spirituel, psychique et même physique, qui fait que petit à petit je peux me détacher du spectacle. Donc au début ça m'effrayait un peu en tant que spectateur de dire attends, je vais voir un spectacle et j'éprouve du plaisir à décoller du spectacle, à aller dans à faire mon propre spectacle d'une certaine manière. Et en fait, non, c'est pas si grave. C'est quelqu'un qui vous autorise à ne pas subir justement son autorité. C'est-à-dire, écoutez, je suis un peu confus là, mais j'avais jamais eu cette expérience-là dans un théâtre et de finalement retourner à moi-même, retourner à un espace de moi-même que je ne connaissais pas. Et donc c'était absolument irréel, d'une profondeur sans définition, et une joie immense. Vous vous souvenez de votre première expérience, de la première pièce que vous avez vue de lui et de la manière dont votre corps aussi et votre esprit a réagi, parce que on aurait tendance à penser que c'était un théâtre très très intello, si je peux le dire de cette manière-là, Arnaud Rickner, avant de redonner la parole à Jérôme Bel, mais c'était au contraire un théâtre qui jouait beaucoup sur les sensations. Absolument. Et le terme employé par Jérôme Bel était très juste, cette question de l'hypnose. Mais ce n'est pas une hypnose-fascination qui fait qu'effectivement on serait complètement attrapé par lui, manipulé par lui. On a parfois dit ça, ce qui est absurde. Au contraire, il nous rendait à nous-mêmes. Et il nous rendait à nous-mêmes par le biais de notre propre corps, si je puis dire. Leslie Kaplan. Oui, je pense que, moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'il voulait vraiment mettre en contact avec une autre réalité. C'est-à-dire que c'est un théâtre vraiment résolument pas naturaliste, contrairement, au contraire. Et il veut vraiment essayer de faire toucher qu'est-ce que pourrait être le réel, qui n'est pas la réalité. Qui est beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de niveaux. Bon, et je crois que c'est ça qu'on expérimentait. Je vous propose juste d'écouter encore Claude Régis sur la question du silence, sur cette matière, parce que ça ramène à cette expérience de spectateur aussi. Il a fallu insister beaucoup, ne pas céder, ne pas faire de concessions, continuer à travailler sur le vide, à travailler sur la lenteur, à travailler sur une façon très particulière de délivrer le texte en fonction justement du silence, qui est une partie intégrante de la parole, qui est un moyen de communication le plus vaste, beaucoup plus vaste que l'écriture ne sert qu'à délivrer cette matière silencieuse, en fait, qui est très particulière, parce que cette matière silencieuse qui s'échappe des mots, elle est au théâtre invisible. Et pourtant, c'est là qu'elle nous permet de voir tout un spectacle par l'imaginaire, uniquement à partir de l'écriture. Et s'il n'y a pas ce silence, toute cette partie du spectacle est oblitérée, ne se voit pas.
Voilà, dans le dernier numéro de la revue Théâtre Public, consacré à Claude Régis, numéro auquel vous participez, Leslie Kaplan, le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, ancien administrateur de la Comédie Française, où il avait notamment invité Régis à créer Ivanov de Tchekhov en 84, raconte sa relation au temps, celle de Claude Régis. Claude m'a aidé à laisser respirer le silence, laisser respirer la pensée, même lorsqu'elle s'arrête, laisser respirer ces vides de l'existence, qui sont de toute façon une sorte de plein. Jérôme Bel, quand on entend ces mots, on pense aussi à vos chorégraphies, à vos propres mises en scène. Il vous a appris ça dans votre regard de spectateur, de regardeur, Claude Régis, à laisser vivre les silences et les vides? Oui, tout à fait. Souvent, en répétition, je me dis « Ah, mais là, c'est trop long, les gens vont s'ennuyer. » Et puis, je pense à Claude Régis, et je me dis, mais allons-y, n'ayons pas peur de soi-disant ennuyer. Il faut ces silences, cette exigence qui évidemment s'oppose à une fonction critique par rapport au monde de l'industrie culturelle qui est notre époque, avec ce spectacle continuel. Là, évidemment, l'écart qu'il produit avec ce qu'on a l'habitude de ce que peut produire la représentation est gigantesque. Donc, cependant, grâce à ça, grâce à ce vide, il produit, et là il y a le mot qui est, je crois, c'est Mme Kaplan qui a dit, l'imaginaire, quoi. C'est vraiment la chose la plus... L'imaginaire du spectateur, c'est-à-dire que c'est une coproduction entre ce qui est produit sur scène et ce qui est produit par le spectateur, qui a le temps... C'était l'expérience que j'ai essayé de décrire avant, qui a le temps d'ouvrir son propre monde, quoi. Qu'est-ce qu'il occupe à ce moment-là. Et les spectacles, d'une certaine manière, étaient une manière, en tout cas pour moi, à un moment, de me retrouver face à moi-même. Comme si, dans la société, il n'y avait que cet endroit. C'est l'endroit des spectacles de Régis. Merci beaucoup, Jérôme Bel, pour ce témoignage. Merci à vous. Arnaud Rickner, cette idée de coproduction qu'évoquait Jérôme Bel est très juste en fait. Quelle place avait le spectateur dans la pensée et la mise en scène de Claude Régis? Comment il l'intégrait? Alors, il était systématiquement sollicité, mais le spectacle ne lui était pas adressé d'une certaine manière. Il y a une phrase de Kafka qui me permet de comprendre le travail de Claude et de grands écrivains comme Duras et comme Sarraute. C'est à propos du château que Kafka dit: c'est un livre qui est fait pour être écrit, mais pas pour être lu. Ça ne veut pas dire qu'on met le spectateur de côté. Ça veut simplement dire que on fait la chose parce qu'il faut la faire. Il faut creuser dans cet endroit-là. Et lorsque le spectateur accepte de venir sur ce terrain-là, alors on s'aperçoit que c'est fait pour lui. C'est vraiment fait pour lui, mais non pas écrit, monté pour lui. C'est là aussi où, effectivement, ce n'était pas du spectacle, c'était du théâtre. C'est autre chose. Et souvent aussi, je fais la même expérience, c'est-à-dire on ferme les yeux. On ferme les yeux pour voir, parce que c'est sur notre scène intérieure, et à ce moment-là, on fait le chemin avec lui. On vous parle de Claude Régis depuis 12h55 avec mes invités. Claude Régis, grand metteur en scène français dont on a appris la disparition hier. Leslie Kaplan, il avait une prédilection, on le disait, pour les auteurs contemporains, pour Pirandello, Kleist, Duras, Pinters, Édouard Bond, Nathalie Sarraute, Handke, Boto Strauss ou encore Jon Fosse. Il a mis en scène votre texte à vous, Le Criminel, à la fin des années 80. On évoquait sa manière de laisser respirer les silences. Vous le qualifiez en disant qu'il pratiquait un théâtre de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il me semble que ce qu'il veut vraiment faire entendre, c'est les mots dans toutes leurs dimensions. C'est-à-dire aussi bien ce qui est, disons, conscient, habituel, et ce qui est complètement inconscient, caché même évidemment à celui qui profère ces mots. Bon. Et ça, c'est une chose qui ne peut que, il me semble, toucher et être vraiment importante. Je crois que c'est aussi
il me semble une voix très contemporaine. Bon, enfin, vraiment, je crois que c'est vraiment ça. Bon, c'est pas par hasard qu'il a aussi été un grand passeur. Enfin, je pense, par exemple, je sais pas, j'ai rencontré Martial Di Fonsobo, Élie Juigier, le théâtre des Lucioles, grâce aussi à lui. Je crois que il frappait par ça, par son aspect très, très contemporain. Et parmi donc les rencontres importantes dans sa vie, on évoquait Nathalie Sarraute, Marguerite Duras. Ensemble, ils vont faire passer l'écrit d'abord, pour que le texte soit lui-même une action dramatique pour répondre, disait Claude Régis, à la crise de la notion de théâtralité. Pour comprendre, peut-être on va revenir avec lui en 1977, au moment où il met en scène Eden Cinéma, adaptation pour le théâtre d'un barrage contre le Pacifique de Duras, de et avec Duras. On ne voit rien pour voir tout. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec Marguerite Duras que le texte, quand il était bien écrit, ça c'est moi qui le dis, évoque beaucoup plus que n'importe quoi qu'on peut montrer sur une scène. Que justement les tropiques, la mousson, la famine, les rizières, l'envahissement des marais, l'écroulement des barrages, tout ça est impossible, vraiment. Elle veut plus que je vous voie, c'est fini. Je peux pas. Je peux pas accepter ça. Je vous aime, Suzanne. Elle veut plus attendre. Elle sait que votre père ne veut pas de moi. Elle est terrible. Terrible, votre mère. Oui, elle est folle. Arnaud Rickner, vous aurez reconnu Suzanne, c'est Bulogier et Monsieur Jo. Et donc Lansdal, Michael Lansdal. Et il y a Madeleine Renaud qui est là, c'est d'elle qu'il parle avec cette présence justement muette en permanence et cette dissociation qu'on a retrouvée justement dans Le Criminel, puisqu'il a creusé ça, cette dissociation du texte et de l'image qu'il a creusé avec Duras, parce que entre les deux il y avait cette espèce d'interrelation, on ne sait pas qui a commencé d'une certaine façon, et qui fait qu'on entend tout, c'est ça qui est merveilleux. Mais c'est étonnant quand il souligne cette notion ou cette idée de l'irreprésentable au théâtre, qui est quand même le lieu où on montre, le lieu de la chose vue en fait. Alors on pourrait dire qu'il n'y a pas d'irreprésentable, en psychanalyse on travaille aussi beaucoup là-dessus. Oui. Ben oui. Tout est simplement, c'est la question de ce que l'on montre. Lui, il en montrait peu, parce qu'il sollicitait précisément l'imaginaire, comme Leslie Kaplan l'a dit, l'imaginaire du spectateur qui devait, lui, recréer à partir de ce manque. Leslie Kaplan. Ben oui, c'est-à-dire, je pense qu'il fait éprouver une certaine expérience, cette expérience du réel. Et donc le réel, pour moi, mais évidemment pour lui, inclut ce qui n'est pas représenté, pas vu directement, ce qui est, alors appelons-le dessous, caché, invisible, inconscient, mais qui est là et qui produit des effets sur la scène et des effets dans la salle. Et je crois que c'est ça qu'il cherchait. Et d'une certaine façon, le spectateur est amené à être extrêmement actif. Au théâtre, la relation au mot est généralement plus violente que dans un roman, plus organique, plus physique dans son intensité. C'est ce que vous avez écrit à son sujet, Leslie Kaplan, Régis, qui a donc mis en scène Le Criminel, le vôtre, au Théâtre de la Bastille en 88. Cette relation au mot, c'était aussi une relation à la langue, à qui il accordait tout pouvoir. Oui, parce que d'une certaine façon, peut-être, c'est ce qui me vient là tout de suite, pour lui, les mots pouvaient aussi tuer. Et ça, c'est certain. Donc, il y a quand même dans les mots un pouvoir complètement énorme. Et écoutez, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai vu beaucoup de tableaux de Francis Bacon qui déforment les corps pour qu'on les voit mieux. Leur présence, et il me semble qu'on peut faire un parallèle bien sûr, avec Claude Régis, qui déforme justement d'une certaine façon le temps, le rythme de la parole, pour qu'on entende mieux aussi les mots. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose
qui est en correspondance. 13h21 sur France Culture, hommage à Claude Régis, son dernier silence. On est ensemble avec nos invités Leslie Kaplan et Arnaud Rickner jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On a évoqué un peu le rapport de Claude Régis à l'espace, au temps, au silence, pas encore ou peu, à ses acteurs. Et pourtant, il en a révélé beaucoup. Il a aussi donné à toute une génération d'acteurs l'envie de jouer. On peut écouter peut-être pour commencer les mots de la comédienne Bulogier qui disait que Luc Bondy et Claude Régis, deux metteurs en scène avec lesquels elle a travaillé durant les mêmes années, étaient aux antipodes. C'était le pôle Nord et le pôle Sud, disait-elle des deux. Bulogier. Lui, ce qu'il veut, c'est la musique des mots. C'est-à-dire, il dit, mais vous, écoutez-vous les uns les autres, vous êtes un sextuor, vous travaillez à 6, voilà, il faut que vos voix se correspondent. Et je pense que de ce travail-là, il a beaucoup appris avec Marguerite. À la limite, le jeu l'intéresse plus. Ça l'intéresse plus, le théâtre, ça l'intéresse plus. La représentation dramatique, ça l'intéresse plus du tout. C'est une chose à la limite abstraite qui passe par la musique. Je dis abstraite parce que on est quand même sur scène, on est quand même censé représenter des personnages. Et il dit toujours, moi je ne fais plus de théâtre. Voilà. Régis dit toujours, tu as encore incarné ce soir, il ne faut pas incarner. Il faut flotter. Voilà, à New York où le jour se lève, Bulogier de là-bas a écrit quelques mots pour Claude Régis. Elle nous a écrit que Claude a énormément compté pour elle. Claude a énormément compté pour moi, car j'ai fait plusieurs mises en scène avec lui, dont l'une qui reste un de mes plus beaux souvenirs de théâtre, c'était Grand et Petit de Boto Strauss. J'ai aussi fait avec lui des pièces de Marguerite Duras. Grâce à lui, nous sommes devenus très amis, et puis j'ai forcé Barbet Schroeder à aller voir Gérard Depardieu dans la pièce d'Édouard Bond. Il était dans cette pièce tout jeune acteur absolument phénoménal. Barbet Schroeder cherchait l'acteur pour son film Maîtresse. Il y a encore plein de souvenirs que je pourrais un jour vous raconter. Et des souvenirs avec Claude Régis, vous en avez tous beaucoup à raconter. Avec nous, par téléphone, la comédienne Valérie Dréville. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Claude Régis a été l'un de vos professeurs au conservatoire après vos débuts avec Antoine Vitesse. Il vous a dirigé notamment une première fois dans Le Criminel de Leslie Kaplan en 88. Leslie qui est avec nous. Et une dernière dans Comme un chant de David, traduction des psaumes de Henri Méchonic. C'était en 2006. Entre les deux, il y a eu plusieurs collaborations, dont La mort de Tintagil de Maurice Maeterlinck en 97 et Variations sur la mort de Jon Fosse en 2003. Qu'est-ce que ça représentait pour une comédienne d'être dirigée par Claude Régis? On le disait, pédagogue et intransigeant. Oh, c'était... Excusez-moi, je suis un peu émue, en fait. C'était quelque chose d'incroyable d'avoir Claude Régis, par exemple, comme professeur au conservatoire. Parce qu'il nous disait, mais arrêtez donc de vouloir jouer et rêver à votre texte. Et c'était un grand soulagement pour des acteurs très jeunes, d'une vingtaine d'années, à qui on demande toujours de prouver, d'être légitime. Et moi, ça m'a beaucoup plu. C'était quelque chose dont certainement j'avais besoin. Et il m'a vraiment... Enfin, je crois que le travail avec Claude m'a laissé des traces indélébiles. Il m'a, ouvert des possibilités de moi-même que j'ignorais totalement. Et c'était toute une approche tout sauf psychologique des personnages ou des rôles. Comment vous a-t-il appris à travailler sur votre corps, dont on ne cesse de dire avec Claude Régis, les corps sont immobiles. C'est quand même très particulier pour un acteur, un comédien qui apprend au conservatoire, notamment toute cette gestuelle, en plus de cette articulation des mots. C'est difficile de parler du travail de Claude parce que il n'y a pas chez lui, il n'y a pas il y a une anti-méthode. C'est-à-dire c'est quelqu'un
qui dit tout le temps « je ne sais pas ». En fait, il sait nous emmener là où on ne sait pas, mais il dit toujours « je ne sais pas ». Il nous met dans un état de doute, d'incertitude. Il nous... comment dire, ça passe beaucoup par le non. Il nous demande d'abandonner beaucoup de choses, tout ce qu'on sait en fait, tout ce qu'on sait en tant qu'acteur. Je crois que en fait, s'adresser plus aux personnes qu'aux acteurs. Et ça demande une forme, oui, d'abandon de soi-même, je dirais, de lâcher prise. On est constamment éliminé, et puis on est dans le noir, et puis dans le silence, et puis on est très mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude d'abandonner tout ça. Et puis à force, en l'acceptant, ça c'est une condition, c'est qu'il faut accepter. Parce que lui dit non, mais nous, on doit accepter. Il y a un moment où on s'aperçoit en fait qu'on peut vivre dans ce si peu de choses qui est tellement grand, quoi. Et il y a une forme de joie qui arrive. À chaque fois, ça me faisait ça quand je répétais un spectacle. Je reconnaissais en quelque sorte une espèce de route qui commençait plutôt difficilement et au bout d'un moment, quelque chose s'ouvrait. D'ailleurs, il travaillait toujours dans les limites des seuils. C'est comme ça qu'il l'exprimait. Jusqu'où peut-on... Les seuils, oui, absolument. Les seuils. Je pense que Claude travaillait, et je parle aussi en tant que spectatrice, parce que j'ai autant de souvenirs extrêmement forts, inoubliables en tant que spectatrice qu'en tant qu'actrice. Jusqu'où peut-on abaisser la lumière? Jusqu'où peut-on abaisser le son? Sur la présence. La présence dans le sens où elle est aussi mêlée de disparition. Merci beaucoup Valérie Dréville pour ce témoignage et pour ces mots à l'intention ou à l'attention aussi de Claude Régis. Claude Régis dont on a appris la mort hier à l'âge de 96 ans. On peut peut-être juste évoquer en un mot sa dernière mise en scène, Rêve et folie, de Trakl, pour raconter d'abord sur le fond ces questions qui le préoccupaient, à commencer par la folie, dont il disait, Leslie Kaplan, qu'elle veille sur nous, elle est toujours là comme une gardienne ou comme une menace. Cette vulnérabilité propre à la condition humaine, il en avait fait aussi le socle de son théâtre. Cette frontière indéfinie entre la vie et la mort aussi, avec notamment sa mise en scène des variations sur la mort de Jon Fosse, dont Régis adaptera aussi le Mélancolia, une pièce à deux vitesses, disait-il, qui était autant d'ailleurs des variations autour de la vie, sur sa perpétuation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Leslie Kaplan, et merci Arnaud Rickner. On n'a pas eu le temps de reparler de ces textes, de ces écrits qui pourtant étaient très importants, mais on peut renvoyer l'auditeur vers ses livres, en particulier son premier livre, Espace perdu, que vous souhaitiez nous signaler. C'était ça. Oui, c'était ça. D'autant plus qu'il a été sollicité par Alain Weinstein. C'est un livre qui est paru en 91 dans la collection des Carnets. Et vraiment, ça a été le démarrage de cette série d'écrits si important. Voilà, il mettait en scène et il théorisait, voilà, pour essayer de comprendre cette recherche qui a été la sienne tout au long de sa vie et de son théâtre. Merci à tous les deux et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix, à Laura Dutèche-Pérez avec Sophie Catherine Gallet, Sophie Marty et François Bréus. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Alexandra Candy-Languet qui nous a accompagnés toute cette semaine et on la remercie. À la technique, Alice Seyed, à la vidéo, Morgane Danon. France Culture, l'esprit d'ouverture.